Salut les magiciens, ici Totoru, bienvenue dans cette deck tech de Ketramos. Aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien Oni Hello. et on va vous parler de sa decklist de Ketramos, un nouveau deck qui était vraiment attendu depuis les spoilers. Voyons voir quelle est l'approche que Adrien a choisie. On va commencer quand même par le représenter. Merci Totoru. Du coup, je suis Adrien, aussi connu sous le nom de Oni pour la plupart d'entre vous. Vous me connaissez très certainement soit parce que vous êtes sur Magic Biquette, serveur Discord que j'administre avec Lantariel. Aujourd'hui, on va parler du coup de Ketramos, The New Dawn, une carte qui effectivement était très attendue depuis les spoilers. C'est un général Orzhov qui a du coup suscité beaucoup d'attrait puisque c'est un général contrôle non bleu, ou du moins en tout cas c'est comme ça que je l'ai construit, et qui apporte une place assez particulière dans la metagame en tant que deck qui va chasser Reanimator. Vous allez voir pourquoi. Donc Ketramos The New Dawn est un général Orzhov qui coûte 3 mana pour 4/4. C'est un dieu, il nous vient de Aetherdrift. Il a les mots-clés suivants. Menace, lien de vie indestructible. C'est plutôt des mots-clés intéressants. Le général a menace, lien de vie et indestructible, donc c'est plutôt des mots-clés intéressants, surtout indestructible, on reviendra dessus. Ketramos ne peut ni attaquer ni bloquer tant qu'il n'y a pas au moins 7 cartes dans l'exil, et on verra que c'est une des clés de construction du deck. Et une des lignes qui nous intéresse le plus, c'est à chaque fois qu'une ou plus cartes sont envoyées dans l'exil depuis les cimetières ou le champ de bataille, pendant votre tour, vous piochez une carte et vous perdez point de vie. Elle va de pair avec la précédente qui demande d'avoir 7 cartes dans l'exil, 2 cartes qui vont nous permettre de le faire soit rapidement, soit petit à petit, soit pour du coup activer notre général en 4/4 lien de vie menace, soit pour du coup piocher des cartes au fur et à mesure de leurs activations. Ces cartes, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, vous avez pu le voir notamment dans Marquesa, Dealer of Death, puisque ce sont des cartes qui commettaient des crimes. Donc ce sont toute une pelle d'artefacts à 1 mana qui vont nous permettre d'aller exiler une carte dans le cimetière d'un joueur. Et donc, à l'activation, ça va trigger Ketramos et nous permettre de piocher une carte. Ça va évidemment aussi permettre d'aller petit à petit vers son activation pour faire une 4/4 menace lien de vie indestructible, capable d'aller chercher les points de vie de notre adversaire. Ces artefacts, on en compte 5 à 1 mana, et 2 à 2 mana, que sont Agatha Soul Cauldron et la Unlicensed Earth. Ces deux artefacts coûtent un peu plus cher, mais ont un petit peu plus de texte. Agatha Soul Cauldron, par exemple, va être très agréable avec des cartes comme Commando Qatar ou des elfes chez l'adversaire. Et Unlicensed Earth, elle, va proposer un kill alternatif en faisant un véhicule facilement 6/6, 8/8 ou plus, et a le bon goût d'exiler les cartes par 2, ce qui va aider à activer Ketramos plus rapidement. Mais il n'y a pas que des artefacts qui permettent d'exiler des cartes, bien évidemment. On a aussi la Planeswalker Kaya, Horse of Usurper, qui va pouvoir exiler des cartes ou avec son +1 ou avec son -1, et proposer un kill alternatif avec son -5. Et d'autres créatures plus récentes comme Emperor of Bones, par exemple, ou Felia. Alors certes, Felia n'est pas un exil définitif, mais on peut voir que Felia propose tout de suite une curve très sympathique du fin de T2, je caste Felia, je tape, je caste Ketramos, Felia attaque, exile quelque chose, que ce soit Ketramos ou autre chose, ce qui va nous permettre de trigger Ketramos et de piocher une carte directement. À côté de ça, il y a toute une série de removal qui vont exiler, que ça aille de Skyclave Apparition à Solitude, en passant par les grands classiques comme Source to Plowshare ou Unseen Ice. Une des cartes clés du deck qui va nous permettre et de reprendre le board et de trigger Ketramos à volonté, et parfois même de l'activer, ça va être la Vague de Parallaxe. 4 de mana, draw 5 sur le papier, ça fait extrêmement plaisir, surtout quand ça fait 5 removal au passage. Donc la Vague de Parallaxe, enchantement à surveiller de très près dans le deck, qui va souvent permettre de renverser la partie dans un sens, mais pas dans l'autre. À côté de ça, le deck a une structure plutôt contrôle non bleu, comme je disais, avec énormément de removal. Donc on est vraiment dans le cruel contrôle, avec Devras, puisque notre général est indestructible, on ne va pas se gêner pour lister Damn, par exemple. J'ai actuellement dans mon maybe board la carte Damnation également. Et toute une série de sorts de défausse qui vont de saisie dépensée à Mind Twist pour aller chercher les dernières cartes dans la main de l'adversaire. À côté de ça, j'ai souhaité constituer le deck avec principalement des cartes tap out. Et à côté de ça, le deck s'agrémente de cartes qui vont prendre le contrôle de la table et de la partie, telles que Liliana du Voile ou Shalred l'Apocalypse. Quelques cartes intéressantes à noter, qui synergisent particulièrement avec notre chef. Alors on a évidemment vu les artefacts précédemment, mais il y a aussi d'autres cartes qui synergisent d'une manière un peu étrange. La première, c'est Senu, Kind Hide Protector.
c'est une créature légendaire qui nous vient d'Assassin's Creed et qui a le bon goût d'une part de s'exiler elle-même, mais aussi de revenir depuis l'exil lorsqu'une créature légendaire que nous contrôlons attaque et n'est pas bloquée. Alors, avec la menace et indestructible, Ketramos est quand même rarement bloqué, ou alors quand il est bloqué, il va souvent prendre de la valeur puisqu'il va tuer des créatures en face. Et s'il n'est pas bloqué, du coup, Sénu va pouvoir revenir, puis s'exiler à nouveau. En plus de ça, Sénu nous fait gagner des points de vie. Je rappelle que Ketramos nous fait perdre un point de vie à chaque fois qu'il nous fait piocher. Le petit gain de points de vie de Sénu est pas du tout anecdotique. Une autre carte intéressante, c'est Sorin de la maison Markov. Cette créature Flipwalker de MH3, elle extorte 1-4, lien de vie, donc ça occupe plutôt bien la table face à un Kellan ou autre deck agressif, et va se transformer si on gagne 3 points de vie ou plus avant le combat, enfin, avant la fin du combat, excusez-moi. Il s'avère que 3 points de vie ou plus, quand on a un général 4 liens de vie, ça fonctionne très très bien, et à noter que Sorin ne fait pas que se transformer. Comme c'est un Flipwalker, il s'exile avant de se transformer, et le fait de s'exiler va de nouveau trigger Ketramos. Donc c'est une carte particulièrement synergique, d'autant plus que son -1 a tendance à faire un spot removal ou aller clore les parties, parce qu'on peut gagner des grandes quantités de points de vie avec par exemple Sheoldred, Sénu et Ketramos. A noter que Kaya aussi gagne des points de vie, Barrogoyf, Solitude, bref, on ne manque pas de sources de points de vie un peu surprises. Dans les autres cartes que nous avons pour pouvoir enable Ketramos très rapidement, on a 3 tutors que sont Démonique Consultation, Tented Pact et Démonique Bargain, qui vont chacun avoir la petite capacité d'exiler un grand nombre de cartes. Dans mon deck, j'ai choisi de lister et Démonique Consultation et Tented Pact. Cependant, j'ai quand même choisi de lister un grand nombre de basiques, au nombre de 7 actuellement, au moment où nous enregistrons cette vidéo, 3 plaines et 4 marais enneigés, ce qui va faire que Démonique Consultation ressemble en réalité plutôt à une tisse. C'est instant blanc qui nous permet d'aller chercher une plaine. La démonique consultation va nous permettre d'aller chercher une plaine ou un marais, exiler une quantité raisonnable de cartes, mais sans se mettre en danger, puisqu'avec 3 ou 4 terrains du type choisi, démonique consultation est quand même assez peu probablement en train de nous tuer. Par contre, on a quand même toujours l'usage un peu en mode panique de la démonique consultation pour dire voilà, j'ai absolument besoin de Mavras, je vais donc dire Damn et voir si cette démonique consultation me donne la carte ou me tue. Ça arrive, mais bon, malheureusement, quand on n'a pas d'autre choix, que la partie est mal engagée, il faut utiliser démonique consultation ainsi. Sur la chaîne Magic and Gossip tenue par Valentin, vous pouvez voir un match que je joue à Troll de jeu et je perds contre Jules Lestienne en faisant une démonique consultation dans Toxic Déluge. Et il s'avère que c'était la 6e carte de ma bibliothèque. Pas de chance. Tented Pact, à l'inverse, est souvent un tutor dans les decks qui le jouent, mais du coup, vu qu'on joue plusieurs basiques, chez nous, c'est rarement le cas. Il faut accepter de voir Tented Pact comme une sorte de gros impulse. On va être capable d'aller chercher dans 7-8 cartes assez raisonnablement. Par contre, si on cherche par exemple un anti-bet, il va pas falloir être trop exigeant sur la nature et la qualité de cet anti-bet et prendre un peu le premier qui nous vient. Démonique Bargain, c'est différent. Ça coûte 3 mana en rituel, mais ça va exiler 13 cartes, puis nous permettre de faire Démonique Tutor. Donc, effectivement, si on recherche une carte très précise et qu'on l'exile dans notre top 13, on va être triste, mais la plupart du temps, ça va nous permettre de faire quand même raisonnablement un Démonique Tutor. J'ai tendance à jouer la carte au tour 3 pour aller chercher par exemple le saisie dépensée ou duresse pour pouvoir assurer Ketramos au tour 4 avec une défausse préalable. Et bien même si j'ai exilé saisie, il me reste encore duresse, Inquisition de Kozilek ou Dreadfugue. A noter que toutes ces cartes qui exilent des grandes quantités de cartes vont nous permettre parfois d'exiler Sénu. Sénu ne revient pas uniquement quand elle a été exilée via ses capacités, mais quand elle a été exilée, quelle que soit l'origine de l'exil. Et du coup, on pourra de temps en temps proposer une démonique consultation qui va exiler Sénu et donner une phase d'attaque assez surprise pour l'adversaire qui ne s'attendait pas à voir Ketramos s'attaquer de sitôt et encore moins à être accompagné par un 2-1 vol. Ces cartes-là ont l'avantage d'enable Ketramos très rapidement dans la partie, ce qui va être primordial contre des decks agressifs tels que Yoshimaru ou Kellan. Et il existe une autre carte qui fait cet effet, c'est la Sound Powder. C'est une carte un peu gimmick, assez décriée, mais qui pour le moment ne m'a pas trop déçu. Donc c'est un artefact qui, s'il est dans votre main et que vous devriez prendre un mulligan, vous pouvez choisir d'exiler l'entièreté de votre main et ainsi reprendre autant de nouvelles cartes pour continuer votre séquence de mulligan. Si vous avez des questions de règles sur Sound Powder, je vous invite à venir les poser sur Biquette dans la section règles. Nous serons ravis de vous expliquer comment fonctionne en détail cette carte qui,
a dû suivre les affres du temps et des changements de règles sur les mulligans au fur et à mesure de son existence, mais qui, rassurez-vous, fonctionne très très bien dans notre deck. Alors il va de soi que lorsqu'elle n'est pas dans la main de départ, ou plutôt dans les mains de mulligan, piocher un artefact à 3 mana qui va juste produire un mana colorless, ça fait pas rêver. Mais il s'avère que comme on joue Cataclysme, sur lequel je vais revenir juste après, avoir parfois un artefact à mana, ça peut faire la différence. Cataclysme. Eh bien, Cataclysme, c'est un rituel très intéressant puisqu'il va réduire à 1 le nombre d'artefacts, de créatures, d'enchantements et de terrains de chaque joueur et détruire tous les autres permanents, enfin plutôt les faire sacrifier. Il s'avère que Ketramos, en 1v1, c'est plutôt le combattant sur lequel j'ai envie de parier. Surtout quand il fait revenir son camarade Sénu d'ailleurs. Et garder un artefact quand on joue autant de reliques de Progenitus ou autres, ça fonctionne bien. Il s'avère qu'on a aussi 2-3 enchantements qui peuvent être agréables à garder. Cataclysme va nous permettre d'aller chasser par exemple les decks Control ou Lands en leur disant bah voilà, tu as fait l'erreur de te full tap, et je vais nettoyer tous tes Planeswalkers, tous tes terrains, sauf un, et je vais garder mon Ketramos et essayer de te taper dessus avec. Dans les rituels à 4 mana, il y a aussi une carte qui, elle, fait parler d'elle pour d'autres raisons. Dans le deck, c'est The Abyss. The Abyss est un vieux carton. C'est un enchantement du monde qui date de Legends et qui dit que au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur va choisir une créature non artefact qu'il contrôle et le contrôleur de The Abyss va cibler et détruire cette créature. Il s'avère que comme Ketramos est indestructible, on peut le choisir au début de notre entretien, mais au début de l'entretien de l'adversaire, on va effectivement détruire une créature qu'il contrôle. Alors The Abyss, pourquoi elle fait parler d'elle? Eh bien parce que en tant que vieille carte de la réserve list, elle vaut plus cher que votre bilan. En effet, The Abyss se négocie actuellement entre 250 et 350 euros en italien sur MKM, donc ça fait un peu parler de soi, malheureusement pour de mauvaises raisons. J'aimerais beaucoup que The Abyss soit une carte très abordable. Moi-même, je ne possède pas de The Abyss et je l'emprunte à un charmant camarade qui, je l'espère, nous écoutera. Autre carte structurante, et vu qu'on parlait des terrains, il s'agit de Dust Bowl. Dust Bowl, c'est une carte assez particulière de Magic puisqu'elle va transformer toutes nos pioches de terrain en Vindicate pour terrain adverse. En effet, c'est un terrain qui produit de l'incolore et qui arrive dégagé et qui va nous permettre pour 3 mana et en sacrifiant un terrain de détruire un terrain non basique adverse. Dans le méta actuellement, il y a un deck, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Atraxa et qui essaie d'avoir en général 7 mana pour pouvoir lancer un gros patapouf 7-7 liens de vie vigilant vol. Et l'air de rien, ça a tendance à faire assez bien la course avec notre 4-4 vol menace. Dust Bowl permet d'empêcher ces decks d'arriver à cette quantité de mana là. On a quelques interactions rigolotes, par exemple on joue Flagstone of Trokers qui va nous permettre d'être sacrifié pour Dust Bowl tout en nous permettant d'avancer sur notre nombre de terrains. Donc je vais vous parler de quelques terrains qui sont un peu particuliers dans le deck. J'ai déjà parlé de Dust Bowl, de Flagstone of Trokers, mais on a aussi quelques terrains utilitaires à côté de ça. D'abord on a Abstergo Entertainment. Abstergo Entertainment, c'est une carte qui nous vient aussi d'Assassin's Creed, décidément. Donc c'est un terrain qui arrive dégagé et qui produit de l'incolore, qui peut aussi filtrer du coloré. On verra au fur et à mesure des games que dans une mana base bicolore, ça peut être agréable de réussir à faire ça. Mais qui dit surtout pour 3 mana s'engage et s'exile, 2 points, renvoyer jusqu'à une cible historique card depuis votre cimetière dans votre main, puis exiler tous les cimetières. À noter que comme c'est un exil dans le coup, on va pouvoir trigger Ketramos 2 fois, à l'exil dans le coup et à l'exil de tous les cimetières dans la résolution, pour peu qu'il reste une carte dans un cimetière au moins à la résolution de la capacité. Récupérer une carte historique dans le deck, c'est quand même, l'air de rien, pas mal de cartes. On a tout d'abord tous les artefacts dont je vous parlais jusque-là dans la decklist. On a quelques cartes légendaires telles que Felia, Sheoldred, ou encore nos Planeswalkers, Kaya et Liliana. Mais on a aussi Urza's Saga, sur laquelle on va revenir dans quelques instants, qui est une saga et donc un permanent historique. Abstergo Entertainment, c'est un bon moyen de refaire un peu une main en récupérant une carte et en piochant 2 nouvelles dans une partie qui sera déjà bien engagée. Toujours dans nos cartes utilitaires, on a un terrain animable, Eye of the High Tyrant. Alors, il coûte un peu cher à animer, 4 de mana pour une 3-3 menace. Donc on voit qu'on est dans un thème où l'adversaire ne va pas pouvoir très bien bloquer. Et lorsqu'elle attaque, cette carte va exiler une carte du cimetière de l'adversaire défenseur. Donc ça nous permet d'aller gratter éventuellement un Planeswalker ou deux. On verra que le deck est assez sensible à Liliana du Voile, Oko ou Teferi à 3. Et du coup, aller chercher ces Planeswalkers tout en permettant d'exiler une carte d'un cimetière et du coup avancer soit sur l'activation de Ketramos, soit le trigger, c'est pas si mal.
Après, je vais pas vous mentir, ça coûte quand même assez cher, mais le coût d'opportunité pour la carte est quand même assez bas. Ensuite, on a la Basilique d'Orzhov. Donc ça, c'est un ajout assez récent du deck. C'est un Bounce-Land qui va nous permettre de reset dans la main 2-3 cartes qui peuvent être intéressantes. Je pense à Eiganjo et Takenoma. Ça va aussi permettre des fois de récupérer une Urza Saga qui n'en serait qu'à son deuxième marqueur, un Bojuka Bog ou d'autres cartes ainsi. Aussi, Hearth of Basilica, c'est avant tout un terrain qui nous permet de piocher un terrain quand on le joue. Et alors oui, c'est un terrain engagé, ça a des défauts, mais dans un deck contrôle avec 38 à 42 terrains si on compte les MDFC, on verra que Basilic va nous permettre de récupérer aussi ces MDFC et d'avancer dans nos land drops. Donc c'est full bonus, mais au coût d'un biland tap qui ne va pas forcément nous permettre de garder des one-landers avec Tis ou la consultation démoniaque. Et enfin, je vais vous en parler juste avant, Urza Saga, je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter cette carte. C'est un plan de jeu à elle toute seule contre contrôle. On joue quand même pas mal d'artefacts, donc les constructs pourront régulièrement être 4-4 ou 5-5 sans souci et va nous permettre d'aller chercher nos fameux reliques de Progenitus, Scrabbling Claw ou autres Nil Spellbomb pour pouvoir trigger notre général. D'ailleurs, Relic of Progenitus, à l'instar de Abstergo Entertainment, il ne faut pas oublier que cette carte est souvent la carte que vous allez le plus tutoriser avec Urza Saga parce que elle s'exile aussi à l'activation. Je m'explique. Lorsque vous faites engager target player remove the card from his or graveyard from the game, vous allez piocher une carte. Mais lorsque vous faites aussi pour un mana exiler la relique de Progenitus, 2 points, exiler toutes les cartes des cimetières, piocher une carte, et bien vous allez du coup piocher à l'activation de la relique de Progenitus, pendant la résolution de la relique de Progenitus via son effet, et via Ketramos après résolution de la relique de Progenitus si au moins une carte était dans un cimetière. C'est souvent du coup Ancestral Recall pour un mana, c'est plutôt agréable, et il ne faut pas hésiter des fois à se dire, bon, là, je pense que j'ai besoin d'ajouter très vite des cartes dans ma main pour pouvoir avancer dans la partie. Ketramos va certainement prendre un removal, et je dois me reconstituer une main, assurer mes land drops. Tant pis, je ne vais pas piocher tous les tours, je vais activer cette relique de Progenitus et piocher beaucoup de cartes d'un coup. Il y a une petite spécificité dans les decks non bleus contrôle, c'est qu'on est assez sensible à l'impact que peuvent avoir des cartes du format, puisqu'on est dans un format Eternal, on rencontre des cartes avec un impact très puissant. On a parlé de Cataclysme tout à l'heure, on n'est pas les seuls à jouer des cartes avec un aussi fort impact. Et du coup, on a un peu besoin de pouvoir se battre sur la pile. Pour ça, malheureusement, les couleurs n'offrent pas un panel très intéressant de réponses. On a évidemment Manatis, Reprieve qui nous vient du coup de Lord of the Ring, mais on a aussi ressorti des cartons, une vieille carte, Withering Boon, qui est un contre-sort à créature qui coûte 3 points de vie en plus de son coût de Black et 1. Et pendant longtemps, et sur MTG Top 8, vous allez peut-être voir cette carte, Lapse of Certainty, qui est un Memory Lapse pour 1 mana de plus, mais en blanc, et qui va nous permettre de se battre sur la stack contre n'importe quel sort. J'en parlais en préambule avec Totoru avant d'enregistrer cette decklist. Typiquement, Atraxa est plutôt un match-up affrontable. On peut se battre, ce sont des Planeswalkers, de la contre-magie et des removals, mais s'ils viennent des cartes telles que Dreamwall, eh bien alors on doit être capable de se battre un peu sur la pile, et malheureusement, on n'a pas 36 000 solutions, et du coup, Withering Boon a fait le cut chez moi. Il en va de même pour certains match-ups qui peuvent être complexes, on va revenir sur les match-ups après très rapidement, mais Withering Boon, par exemple, est une excellente réponse à une carte comme Aragorn qui essaierait de prendre le monarque, lui dire non, non, tu n'auras pas le monarque, tu n'auras pas ton outil de card advantage, je serai le seul dans cette partie à l'avoir via Ketramos. C'est un bon moyen d'assurer une victoire. Alors, je vais ouvrir MTG Top 8 pour avoir les decks du moment. Et j'aimerais bien te poser une dernière question aussi un moment, c'est Ouais. pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Elesh Norn dans ton deck? Ah ouais, alors tu vois, on peut attaquer sur Eleshland tout de suite. Allez. Eh bien, pourquoi n'y a-t-il pas Eleshland? Eh bien, c'est une excellente question, Guillaume. Eh bien, en fait, il s'avère que Eleshland, c'est une carte que j'apprécie énormément. Je pense que c'est une carte qui est sous-jouée dans le format. Malgré le fait qu'elle coûte 5, qui est effectivement un coût assez élevé, je pense que c'est une carte contre laquelle beaucoup de decks n'ont pas de réponse. En ayant 7 d'endurance, c'est assez difficile pour beaucoup de decks de la retirer. Et retirant les ETB, c'est encore plus compliqué. Typiquement, dans un deck comme Ketramos, il faut absolument que nous comptions sur nos removals noirs pour la gérer. Et en fait, il s'avère que y a plein de decks qui ne vont pas réussir à la déloger, même avec des removals noirs, puisque Fatal Push ne l'attrape pas, Cut Down non plus, et que après on regarde Dismember, ça fonctionne pas. Il faut aller chercher Fell the Profane ou Murderous Cut chez nous pour aller l'attraper.
Donc c'est pas si évident que ça. Après l'avoir joué dans Ketramos, malheureusement j'ai préféré faire de la place à d'autres cartes chères, telles que Sheol-Red ou Tourak, Dread Cantor, mais il n'est pas impossible, selon l'orientation du format, que Sheol-Red revienne. C'est une carte que j'apprécie beaucoup et que je pense pas très bien positionnée aujourd'hui, dans une recrudescence de Glarb et de Ketramos, oui, qui n'a pas de TB, ou très peu, enfin relativement peu. Et par contre, si on revient sur un format plus orienté Yoshi et éventuellement Atraxa ou Aminatou, je pense que Ashland aura parfaitement sa place. Et en parlant des match-up, eh ben, écoute, je te propose que nous regardions les 5-6 premiers decks présents sur MTG Top 8 et qu'on en parle en très rapidement Avec plaisir. pour faire une petite clé des match-up. Tout à fait. Alors, d'abord, le roi du Gondor, Aragorn. Eh ben, c'est un match-up plutôt difficile et c'est, je pense, une des raisons qui font que Ketramos n'est pas un deck qui surperforme en ce moment, qui a même plutôt du mal en réalité. Aragorn, en fait, c'est un match-up assez compliqué puisque là où on est très bon pour faire du removal, on est assez sensible à ces removals blancs pour le coup, puisque Aragorn a certes quelques removals rouges, mais compte beaucoup sur ces removals blancs tels que Solitude, Source de Plochère, Oust, qui vont attraper Ketramos, et sa contre-magie. À côté de ça, Aragorn, même géré, va continuer de faire du CA, là où Ketramos a besoin de rester en jeu. Ça rend le match-up assez complexe, et Aragorn peut assez facilement se positionner comme le deck contrôle dans le match-up, avant de poser une carte telle que Oculus ou TNN, et lui demander d'aller au bout. Donc c'est un match-up que je trouve plutôt compliqué. Après, on a quand même des bonnes armes pour l'affronter. Je pense à Tourak, je pense à The Abyss, qui vont être des cartes qui vont permettre d'aller chercher un peu Aragorn et lui dire, bah écoute, soit je suis ingérable et je vais te reprendre le monarque et ce sera très compliqué pour toi d'aller le rechercher par la suite avec ma créature pro blanc, ou des cartes comme The Abyss qui vont du coup dire, bah écoute, qu'importe ta menace, je vais être capable de la gérer chaque tour, et c'est pas un deck qui est très très bon pour poser plusieurs créatures Aragorn, donc ça peut lui faire assez mal. C'est un match-up que je trouve bataillé légèrement en faveur d'Aragorn. Yoshimaru. Yoshimaru, c'est un match-up plutôt complexe parce que Ketramos a besoin de passer assez bas en point de vie avant d'être actif, puisqu'on va souvent gratter les cartes dans les cimetières une à une, et bah, tant qu'à faire, il faut le faire pendant notre tour pour piocher, mais ça nous coûte des points de vie, et Yoshi, il rigole pas trop avec ça. En plus de ça, il a le même avantage qu'Aragorn, à savoir d'avoir pas mal de removal blanc. On compte Static Prison, en plus de Skyclave, Source de Plochère, Parallax et les habituels, et qui ont le mauvais coup d'aller attraper notre Ketramos. Du coup, c'est un match-up qui peut s'avérer complexe et dans lequel il est particulièrement important d'avoir un Ketramos actif très rapidement et l'accès à des Devras. Pour le coup, Yoshi, c'est un deck qui va s'étendre sur le board, et l'attraper avec un Toxic Déluge ou Damnation, ça va être vraiment efficace. Surtout si on est capable de jouer Ketramos à l'aide d'une défausse derrière et s'assurer que la voie est libre. C'est un match-up que je trouve légèrement favorable, mais qu'il faut respecter en ayant des bonnes mains de départ. Atraxa. Atraxa, c'est un match-up plutôt difficile, mais je pense avoir aujourd'hui une liste qui est plutôt bonne pour aller chasser Atraxa. Lors du CR Besançon, auquel j'ai fait top 8 avec Ketramos, j'ai battu 2 Atraxa 2-0 à chaque fois. J'ai bénéficié d'abord d'une méconnaissance du match-up de la part de mes adversaires, il faut l'avouer, notamment un adversaire qui pensait pouvoir bloquer Ketramos et qui avait oublié la menace, ça joue. Et à côté de ça, j'ai été capable de leur faire beaucoup de mal à l'aide de Cataclysme et de nombreuses cartes de défausse. Des cartes en plus comme Opposition Agent, qui certes fait pas rêver avec son body de 3-2 pour 3, mais qui, bien positionné, peut forcer l'adversaire à réagir à un moment où il n'aura pas spécialement envie de le faire. On est malgré tout capable de jouer un peu under en jouant des cartes comme Emperor of Bone, Commando Qatar ou Orkish Bowmaster, et d'essayer de jouer une game avec de l'agression plutôt dans la partie, là où l'adversaire pourrait s'attendre à ce qu'on ne joue pas ou peu avant le tour 3 avec 4 Amos. C'est un match plutôt compliqué, mais que je trouve étrangement légèrement favorable tant que l'adversaire ne voit pas Dreamhall, auquel cas la game devient très très vite difficile, et il faut se méfier encore une fois des removals qui vont pouvoir attraper Ketramos, même s'ils ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait le penser. Glarb. Alors Glarb, c'est un match-up que je joue beaucoup en ce moment, puisqu'à Troll de jeu, on a Raphaël Marga, aka Carbozo,
qui joue le pack. Et il s'avère que comme il est pas trop mauvais, cet animal, je me retrouve souvent à l'affronter dans les tables hautes le jeudi soir. Le match-up est plutôt difficile. Le fait est que on n'a pas beaucoup de removal capable de tuer Jace, bien que on en ait quand même quelques-uns, et c'est sur cela qu'il va falloir se battre. Une des clés du match-up est de trouver de la défausse, puisqu'un Jace, une fois au cimetière, va être exilé par nos soins et on ne le reverra plus. Et malheureusement pour lui, tant qu'il est dans la main, il peut pas vraiment le caster parce que ça coûte quand même 4 mana en rituel. Donc tant qu'il n'est pas dans un setup de combo, c'est plutôt difficile pour lui de le protéger. Donc la défausse est vraiment primordiale et essayez de tuer Glarb dès que vous pouvez pour l'empêcher de faire sa value. Le fait est que pour le coup, Glarb n'est pas un deck qui a des réponses efficaces à Ketramos. Il va souvent être obligé de passer par un Toxic Déluge ou un Edit Shieldred, et ce sont des cartes autour desquelles il est plus facile pour nous de tourner, avec une défausse notamment. Sinon, on doit passer les contres. Et les contres, et ben ça, on est préparé. On est préparé avec les nombreux sorts de défausse et les menaces flash telles que Felia ou Orkish Bowmaster qui vont forcer l'adversaire à devoir faire des choix, et on va pouvoir passer un peu en dessous et aller l'attaquer. Il faut se méfier d'Oko, qui pour le coup est une des meilleures réponses possibles à Ketramos. On se retrouve régulièrement obligé de devoir tuer notre propre Ketramos quand Oko est dans la partie pour pouvoir le rejouer ensuite et rebénéficier de ses effets. C'est un match-up que je trouve légèrement favorable, mais pas de beaucoup, et pour lequel, encore une fois, il faut garder des mains de départ très raisonnables, à savoir avec de la défausse. Continuons sur MTG Top 8, qui me dit ensuite Felia. Alors Felia, c'est un match-up que je trouve étrangement plutôt facile. Il s'avère que malgré la présence de très nombreuses cartes qui vont exiler Ketramos, puisque la grande majorité des removals de Felia vont être blancs et donc vont exiler, et ben on s'en sort quand même plutôt bien. On a une quantité de removal efficace contre Felia très élevée, et je trouve que sans son général, le deck a tendance à s'essouffler assez rapidement. Alors bien sûr, il va être plutôt de bonne aloi de trouver une défausse avant de lancer Ketramos qui irait tout de suite s'empaler dans un Swordsman Plowshare ou une solitude. Et il faut un peu accepter le fait que les games seront longues. Ketramos risque d'être géré, parfois de nombreuses fois, mais on a quand même de solides arguments pour se battre avec notre quantité déraisonnable de removal et des cartes telles que The Abyss qui vont avoir tendance à faire bien mal à Felia. C'est un match-up que je trouve plutôt à notre avantage, pas de beaucoup, puisque encore une fois, il y a quand même beaucoup de removal efficace à Ketramos, mais il ne faut pas avoir peur de jouer des games assez longues dans lesquelles on va finir par tirer notre épingle du jeu. Ensuite, nous avons partner combo autour de Thrasios, que ce soit avec Tymna ou avec Ravos. Donc là, pour le coup, on est sur un match-up assez favorable. Encore une fois, c'est un match-up créatureux pour lequel nos Vras et nos removals vont pouvoir briller. Évidemment, si on le laisse développer Nadu plus Nomade, la game va tourner en sa faveur, mais on a une quantité assez élevée de removals qui vont nous permettre d'avancer sans crainte. À noter que les quelques removals de permission que je joue ce pack vont attraper Ketramos, que ce soit Skyclave, que ce soit Oko, bref, les cartes dont on parle tout le temps, Source Plowshare également, et que notamment Skyclave, c'est une carte qui est assez facilement tutorisable par Thrasios Combo. Donc il faut s'en méfier, mais si on arrive à déblayer le chemin avec de la défausse, normalement les removals plus le card advantage apporté par Ketramos vont permettre de prendre le contrôle de la partie. C'est un match-up que je pratique aussi assez régulièrement et contre lequel je me sens plutôt en faveur. Je vais passer sur le miroir très rapidement. Vous savez désormais que Ketramos ne prend pas tous les removals du format puisqu'il est indestructible et que notre deck est constitué principalement de removals. Beaucoup exil. Il faut privilégier ces cartes-là. Il y a quelques mirror breakers dans le deck tels que Liliana du Voile, Shieldred de l'Apocalypse, et il est de bon ton de se poser la question, est-ce que mes artefacts doivent exiler des cartes pendant mon tour ou pendant le tour de l'autre? Et oui, n'hésitez pas à faire piocher votre adversaire, joueur de Ketramos. Ses points de vie descendront à une vitesse folle, et s'il ne maîtrise pas le timing auquel il pioche des cartes, vous pouvez tout à fait le tuer comme ça. Et j'ai joué, gagné et perdu de nombreux miroirs de Ketramos au fait que mon adversaire pioche ou me fasse piocher à des moments où je n'en avais pas envie. Un dernier pour la route, Azusa, que je vois dans l'ordre sur MTG Top 8. Alors Azusa, c'est un match-up que je trouve assez simple dans l'idée, mais assez complexe dans la résolution. La méthode est simple, comme à l'époque de Balance. Là, il faut tutoriser Cataclysme. Azusa ne survit globalement pas à Cataclysme.
Donc, ouvrez des mains avec Cataclysme ou capable de tutoriser Cataclysme. De toute façon, votre Ketramos devra rester sur le champ de bataille. Azusa n'a que peu de réponses à Ketramos. Les rares réponses vont être Hollis Dust, Hugin ou Emrakul. Et autant dire que si ces cartes rentrent dans la pile, normalement la partie n'est déjà pas vraiment bien engagée. Et une fois que vous avez pu faire Ketramos, résoudre un cataclysme, ne vous précipitez pas forcément, mais résoudre un cataclysme va vous emmener assez rapidement vers la victoire. Les efforts mis en place par Azusa pour obtenir tous ces terrains en jeu, réduits à néant, c'est trop dur pour le deck en général de reconstruire. Je n'ai pas spécialement beaucoup plus à dire sur ce match-up-là. Je pourrais vous dire que sur MTGO, j'ai joué un match-up Azusa où j'ai fait des démoniques consultations tour 1 dans Cataclysme. Il ne me restait que 16 cartes dans la bibliothèque et c'était amplement suffisant pour la gagner. Voilà, je pense avoir fait un petit tour des decks, en tout cas les plus représentés sur MTG Top 8. On n'est pas descendu très très bas. On pourrait parler de Flash, qui vit très mal nos cartes qui vont gratter le cimetière et l'empêcher de rejouer son général. Aminatou, qui va avoir du mal pour les mêmes raisons à développer son plan réanimator. Même s'il faut se méfier par exemple du -6 d'Aminatou, car on n'aime pas avoir Ketramos de l'autre côté du champ de bataille. Kellan qui demande, un peu comme Yoshimaru, d'avoir très rapidement Ketramos actif. Hidetsugu et Kairi, le match-up est abominable puisque notre plan de jeu c'est des removals et on n'a pas vraiment le droit de tuer Hidetsugu et Kairi sous peine de voir un thème stretch arriver depuis le dessus de la bibliothèque. Vous pourrez d'ailleurs voir dans mon maybe board sur le lien de la decklist une Vexing Bubble que je considère grandement à cause de Hidetsugu et Kairi. Bref, les match-ups sont variés, mais nos outils sont forts. Donc, on peut aborder normalement une quantité raisonnable de match-up avec la tête haute. Impeccable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette deck tech. Merci Guillaume de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir parler de Magic avec toi. J'espère que je pourrai vous croiser soit dans les commentaires de cette vidéo où je répondrai à vos questions, soit sur Biquette où je répondrai à toutes vos demandes, soit en tournoi où je serai ravi d'en découdre avec vous, avec probablement Ketramos dans les mains. Parfait.